Donc, deux remarques. La régie me signale pour les questions. Merci d'attendre d'avoir le micro, sinon sur la retransmission, il n'y a pas de son. Ça, c'est gênant pour les personnes qui nous écoutent. Donc, quand vous posez une question, attendez que moi ou un collègue arrive avec le micro. Et deuxièmement, Régis a oublié une information au sujet du processus de commande. Oui, c'est concernant la plaquette. J'ai passé par-dessus la diapo. Donc vous avez tous une plaquette dans la sacoche, congrès. Toutes les plaquettes, le stock est actuellement chez Pierre-Marie. Il va être livré au niveau des DR. Ça, c'est une décision, après, ça pourra se discuter, mais le principe, c'est livraison d'un stock à chaque DR, à charge à lui de répondre aux demandes DBS qui veulent des plaquettes supplémentaires. Et ensuite, sur le site portail membre communication, il y aura possibilité de commander des plaquettes ou de récupérer le fichier qui permet de le faire par un imprimeur local. Mais il y a déjà de la matière. Je suis sûr que dans les BS, il reste non distribué des plaquettes du cinquantenaire. Donc, deuxième atelier, Monique Delaunoy. Bon. Alors, nous allons parler de... Attends, mais j'y arrive pas, moi, c'est trop, je suis trop... Comme ça va? Ouais. Donc, DAISY, ça fait quand même pas mal de temps qu'on commence à en parler. Vous en avez entendu parler, c'est un feuilleton à épisodes. Donc, qu'est-ce que c'est que le format DAISY? Je vous rappelle, il y a quand même eu l'année dernière au congrès aussi pas mal de communication faite sur DAISY. Donc, DAISY, c'est un découpage des fichiers MP3 en correspondant à la structure du livre. Donc, la structure du livre étant un chapitre, un sous-chapitre, tous le niveau de détail, et également aussi en découpage en phrases. Pourquoi ce découpage? C'est pour permettre aux audiolecteurs de pouvoir naviguer dans l'ouvrage et revenir en arrière d'un chapitre, de passer un chapitre. Alors c'est sûr que pour les romans, c'est peut-être pas d'une grande utilité, mais ça permet cette navigation et également de revenir de phrase en phrase. Donc c'est un format qui est apprécié par les audiolecteurs malvoyants. Et pour qui? Donc effectivement, c'est pour les audiolecteurs malvoyants qui sont équipés d'un Victor Stratus ou Streaming. Je me suis trompée sur le nom du fichier, du répertoire qui doit être ajouté, mais dans le document qui vous sera mis à disposition, ce sera corrigé. C'est $VRD DTB. Et également aussi sur les tablettes. Donc il faut pouvoir, pour la lecture sur des tablettes, on peut utiliser toutes les fonctionnalités du format DAISY en utilisant des logiciels particuliers, donc tels que Easy Reader pour les logiciels gratuits. Jean-Michel m'a dit qu'Ami valait mieux éviter parce que c'était plus maintenu. Ça sera corrigé dans la nouvelle version. Et également pour les logiciels payants, mais ça coûte assez cher, c'est par des biais d'abonnement. C'est Voice Dream Reader et un autre logiciel, Thorium Reader. Donc voilà, donc ça c'est techniquement ce qu'est le format DAISY et comment on l'écoute. Il faut savoir aussi qu'on a quand même des obligations légales à respecter. Depuis le 7 juillet 2016, nous avons l'obligation de tenir compte des offres commerciales sur le marché. On n'a pas le droit d'enregistrer des livres audio s'il y a une version commerciale qui existe sur le marché. Donc ça, c'est ce qu'on doit respecter depuis 2016 et on a cette obligation depuis mars 2019. Donc dans ce cas-là, on a l'obligation de donner un format adapté pour les malvoyants. C'est une façon effectivement de contourner la problématique des éditeurs.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis, dans les années 2020-2021 pour répondre à ce problème? Vous avez eu une note qui avait été faite par Pierre-Marie, justement, nous demandant de respecter ces consignes. Et également, on avait réfléchi à la possibilité de reprendre, puisque c'était à partir de mars 2019, de reprendre les livres qui étaient montés sur le serveur, au moins montés sur le serveur, sur la plateforme, à partir du 1er mars. On avait engagé une réflexion avec Braillenet. Ça n'a pas abouti pour différentes raisons. Donc, on est resté ainsi. On a cherché d'autres solutions. En revanche, dès les décisions que nous avons prises en 2020 et 2021, c'est bien de vérifier systématiquement la présence d'un enregistrement sonore dans l'espace commercial. Alors, on n'a pas consulté tous les différents sites des éditeurs. On a recommandé, on a décidé que ce serait la BNF qui serait notre organisme référent dans la mise à disposition des livres sonores. Alors, sachant qu'effectivement, donc ça, c'est ce qui est fait, c'est ce que vous faites dès la réservation d'un livre. On va vérifier. Alors, comme effectivement la BNF ne met pas à jour tout de suite son site, bien, ça prend un peu de temps. On fait une nouvelle vérification, ou vous faites une nouvelle vérification quand vous avez fini le livre, et on refait à nouveau cette vérification au moment où on va monter le livre sur le serveur. Et si ça ne répond pas, si effectivement il y a une version sonore, c'est converti en déci. Mais donc on a ensuite tout de suite imaginé qu'il fallait quand même passer peut-être à la vitesse supérieure et ne pas se limiter à seulement la disposition de ces livres en version sonore. Ça, c'était pour être en conformité avec la réglementation. Mais si on s'oriente plutôt vers le souhait de nos audiolecteurs malvoyants, déficients, visuels, c'est important d'aller vers ce format-là pour tout type d'ouvrage. Donc on a fait 2022-2023 était plutôt une période de recherche. On a imaginé que, je vais peut-être juste un petit peu parler technique, de trouver des solutions pour automatiser un maximum la constitution de ce format DESI, qui était, le premier lieu, c'était d'avoir la structure du livre, de savoir le nom des chapitres, le titre des chapitres, des parties, des sous-chapitres. Donc, on a imaginé qu'on pouvait se servir des métadonnées que vous avez au niveau de l'enregistrement des fichiers MP3 pour pouvoir passer cette étape d'automatisation. Donc, pour pouvoir se faire, alors cette structure du livre, on peut la mettre donc effectivement au niveau des métadonnées ou au travers d'une table des matières. Mais c'est un élément essentiel de connaître la structure du livre pour pouvoir le faire. Donc, pour pouvoir faire ça, pour s'assurer qu'effectivement les donneurs de voix, ça pouvait se gérer par les donneurs de voix, on a mis en place avec Marie-Françoise Jourdain une équipe de BS de test où les donneurs de voix volontaires aussi pour regarder si cette expérience était valable. Donc, on a fait des recherches, on a également aussi défini des outils avec Élie pour constituer donc des petits outils de contrôle et ensuite derrière pour pouvoir faciliter la conversion. Donc 7 BS ont participé à ces tests. Le résultat, c'était un petit peu mitigé. Il y a des donneurs de voix qui ça pose pas de problème de pouvoir mettre ça directement. D'autres, ça pose plus de problèmes. Mais ceci étant, au travers d'une table des matières, ça donne du travail au RDDV, mais c'est gérable et c'est faisable. Donc à ce jour, eh bien, il y a quand même des BS qui volontairement ont rejoint le groupe de tests, donc c'est très bien. Et on a une équipe, pour l'instant, on a mis en place une équipe de transcodage dédiée, qui est constituée actuellement de 4 personnes, on y reviendra après. Donc aujourd'hui, la situation d'ESI, c'est on a deux... J'ai rien changé. Je ne peux pas parler et appuyer sur les boutons en même temps. Voilà.
Donc les livres, donc on monte à peu près plus de 250 livres par mois, hein, je crois, c'est à peu près ce rythme-là. Là, c'était les chiffres au 31 août. On a 328 livres qui ont été montés dans l'année par DESI, donc soit parce qu'il y avait un enregistrement sonore, soit parce que ça vient des DBS volontaires sur le projet. Mais malgré tout, ça ne représente que 12% de notre production pour les livres téléchargeables, bien entendu. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est quand même d'avancer. Ah, ça va marcher. Et donc, de se poser la question de ce que sera quand même DESI. Alors, c'est sûr que c'est du travail, mais au vu de l'expérience des BS de test et des BS volontaires, qui se fait dans le temps. Donc, l'objectif étant d'arriver au 1er janvier 2026, de passer pratiquement tous nos livres au format DESI. Donc, pour ce faire, on a mis quand même en place toutes les modalités de mise en œuvre sont déjà disponibles sur le portail. Les tutoriels sont écrits. La charte qualité a été modifiée pour intégrer ces caractéristiques techniques. Les outils sont opérationnels, c'est Elie qui les a faits, on en est juste pour vous dire quand même à la version 13, donc c'est sûr qu'il y a eu des itérations avant d'arriver au bon fonctionnement. Donc l'équipe, pour l'instant, elle est constituée de 4 personnes, donc Elie, André, Jean-Pierre et moi-même. Et bien entendu, c'est ouvert à toute personne qui veut bien rejoindre l'équipe pour faire un peu technique, ce travail de conversion. Pour l'instant, on reste sur une organisation où c'est une équipe dédiée qui fait les conversions en DESI. Également aussi, Jean-Michel a fait ce qu'il fallait au niveau des audiolecteurs pour effectivement leur donner tous les éléments pour pouvoir écouter un livre qui serait au format DESI. Donc toutes ces notes sont sur le portail. Pour ce qui est du DESI, c'est le dernier niveau DESI, voilà. Et donc tout est indiqué. Je vous conseille, donc il y a des formations qui sont faites par les personnes de l'équipe. Il est important, si vous êtes intéressé, vous serez tôt ou tard intéressé, mais dans un premier temps, on va y aller progressivement, donc effectivement, mais donc de prendre contact avec l'équipe de conversion pour qu'on vous explique quand même un certain nombre de choses, c'est quand même essentiel. Et ensuite, progressivement, voir comment ça peut se passer dans votre BS. On est là aussi pour vous accompagner. Donc, c'est s'adresser, vous envoyez un mail à desi@advbs.fr. Il y a quelqu'un qui vous répondra. D'accord ? Mais je réinsiste bien, ne partez pas tout seul dans votre coin. Appelez-nous. Envoyez-nous un mail, on fait un point avec vous, on vous donne les quelques consignes ou les quelques risques. Il faut savoir quand même que c'est les livres que vous enregistrez, dans la plupart du temps, ont une structure assez simple. C'est, on va dire, 70%, vous n'avez que des chapitres, donc ça reste simple. Donc tout est indiqué dans la charte qualité, dans les documents, et on est à votre disposition pour les décoder si ce n'est pas clair. Voilà. Ah oui, oui, Lucette me pose la question de savoir, bien sûr, ça ne peut se faire qu'avec votre RDDV. Déjà, ce n'est pas le donneur de voix tout seul qui va prendre l'initiative d'enregistrer. Il faut que vous soyez quand même en homogénéité avec votre RDDV, bien sûr, parce que c'est le RDDV qui va vérifier et qui devra aussi vérifier cette structure de livre. Oui, Catherine ? Oui, alors je pense que c'est une idée en fait, c'est une proposition.
Je pense que le plus important pour la conversion DESI, c'est de convertir les livres du commerce, les livres audio du commerce. Et je me demande si au niveau de l'association, on ne ferait pas bien de faire une liste des livres qui sortent dans le commerce. Tous les livres, c'est des livres de grande lecture, enfin c'est des livres de grand public. Et systématiquement, les proposer à l'enregistrement au format DESI, tous les livres proposés par Audiolib et tous les éditeurs, tous les best-sellers qui sortent. Il faut faire une liste et il faut les faire enregistrer. Quitte à ce que dans certaines BS, il y ait des gens spécialistes des métadonnées qui ont l'habitude, etc., et qui prennent en priorité ces livres-là. Alors, moi, je pense, enfin, si l'objectif, c'est quand même d'enregistrer, effectivement. Après, ça, c'est une question de catalogue, mais l'idée, c'est quand même d'enregistrer un maximum de livres au format DESI. Et on vous laisse un peu de temps pour y arriver quand même, parce que je sais bien que c'est un peu des changements d'habitude au niveau des donneurs de voix et au niveau des RDDV. Mais il faut qu'on y arrive. Après, toi, tu indiques que c'est plutôt une priorisation dans les livres enregistrés. D'accord. Si je peux apporter une précision, Oui, Catherine. ce sont des best-sellers qui sont enregistrés dans le commerce, donc il faut que nos audiolecteurs y aient accès. Catherine, on a mis en ligne sur le portail, on a regardé les listes des livres sélectionnés pour le Goncourt, le Renaudot et le Femina. C'est 41 livres. Sur le portail, en cours de journée, Jean-Marie Morel actualise les demandes de réservation parce que ces livres figurent en tête de gondole dans la suggestion, en marquant sélection Goncourt, etc., avec ceux qui restent à enregistrer. Sachant que sur les 41 de ces listes, 21 sont déjà en cours d'enregistrement ou existaient déjà dans les catalogues. Après, le début novembre, quand le prix va être publié, ben on le mettra en évidence que le livre a été retenu, sachant que le même livre peut être dans les 3 prix différents. Hein. Mais la priorité, c'était 41 livres. Il y en a 20 encore qui restent dans la librairie, en tête de gondole, et qui, en effet, sont des livres dont les médias vont parler. Parmi les 500, c'est eux qui vont être cités par les médias. Hein. Donc, il y a 21 livres qui, à hier soir, étaient encore disponibles en téléchargement parmi les livres des prix. Oui, bonjour. Il semblerait que lorsqu'un livre est transformé en DESI, la bibliothèque ne soit pas avertie. Non, je ne pense pas, parce que comment on fonctionne? Le livre vient dans la messagerie, on prend en compte le livre, parfois on fait des remarques, on pose des questions, et derrière, il y a toujours un accusé de fin. Alors le RD, c'est celui qui a envoyé le livre qui récupère la bonne fin et la bonne mise à disposition du livre. Il y a écrit « Je traite ». Non, mais que ce soit du DESI ou du MP3, quand vous envoyez un livre pour mettre en ligne, il y a un accusé réception. S'il n'y a pas d'anomalie, alors quand c'est du MP3, ça va vite, sous 24 heures, en gros, on le met en ligne. S'il y a du DESI, il y a du travail. Et c'est vrai que, vu le nombre que Monique a évoqué, 2500 livres depuis le début de l'année, il n'y a pas encore un mail supplémentaire qui dit que c'est bon. Ce que font certains RDDV ou vérificateurs, ils disent ce livre-là, il n'est toujours pas en ligne. Ah ben, c'était un loupé. Mais sinon, il faut quand même... Il n'y a pas 50 livres par BS envoyés chaque jour, c'est de suivre les montées sur Orphée où on voit qu'ils deviennent ADV 92 disponibles. Hein. Oui, et on découvre sur le catalogue que justement le livre a été transformé. Oui, mais en plus, tu as quand même aussi une information dans les éditions, dans la petite vignette rapport, les livres téléchargeables de ta BS qui ont été mis en ligne dans les 30 derniers jours. Oui, je suis donneur de voix et je suis plus spécialisée dans le scolaire, même si j'enregistre aussi des revues. Et donc, même si les livres scolaires ne sont pas encore tous au format DESI, hein, c'est ce qu'on vient de dire, mais qu'ils vont tous l'être, si j'ai bien compris, à un moment donné, ils vont tous être mis au format DESI. Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà une façon d'enregistrer ces livres, donnés aux donneurs de voix, des consignes déjà aujourd'hui, pour faciliter cette transition? Alors, la consigne, c'est simple, c'est un chapitre, une piste.
Voilà. Mais C'est la charte qualité déjà qui rien le- d'autre. Rien d'autre. Non. Il faut simplement que tu surveilles parce qu'on maintient la table des chapitres telle qu'elle est définie actuellement. Donc ça, c'est important. Elle doit être là. Donc, si tu veux, dans DESI, ce qui peut se passer, on peut être amené à faire des fusions de pistes. Si on fait des fusions de pistes, ta table des chapitres, elle n'est plus d'actualité et ton sommaire n'est plus bon. Donc c'est la règle, c'est pour les scolaires. Tu lis l'adaptation scolaire, c'est un chapitre, une piste. Et à ce moment-là, ta table des chapitres Word est toujours valable et ça reste. Alors, je ne parlais pas seulement du livre, mais dans les scolaires, il y a souvent des dossiers pédagogiques. Et Alors, dans les dossiers pédagogiques, il y a un tas de chapitres, sous-chapitres, petites notes, etc. Alors, moi, après, si tu veux, là, ça devient. Normalement, si tu veux, pour être puriste au niveau de DESI, il faudrait pratiquement faire une piste par petit sous-chapitre. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même faire attention et trouver la bonne limite. Donc, il faut rester. Il faut effectivement. C'est ce que ça demande aux donneurs de voix, de réfléchir à la structure du livre avant de se mettre à enregistrer son livre. Et en particulier pour les livres qui ont des dossiers scolaires, ça, c'est des dossiers d'études, c'est ce qu'il faut regarder. Comment tu vas découper, comment tu vas faire ta piste, et après, tu n'y reviens plus. Et la règle, c'est on ne fait pas de fusion, c'est un sujet, une piste. Parce que moi, je peux avoir une façon de penser qui ne sera pas forcément celle que DESI exige. C'est ça que je veux dire. Non, Voilà. la structure, non. Le donneur de voix, c'est quand même lui qui connaît la structure, qui a le livre entre les mains et qui a la structure du livre. Après, on a eu des questions avec. On peut se poser la question. Alors, c'est vrai qu'au départ, il y a des tâtonnements, c'est possible. Mais à ce moment-là, tu donnes des exemples, tu nous fais passer le document, on échange et on donne des conseils sur la façon. Je me suis déjà penchée, si tu veux, sur certains dossiers, certains livres scolaires qui avaient des dossiers d'études, comment mieux les. Je veux dire, c'est difficile d'écrire tout ça. Je pense qu'il faut et puis en plus, c'est quand même valable que pour une petite partie de donneurs de voix. Donc, on ne va pas faire des généralités. Par contre, effectivement, il faut se poser la question puis garder la même. Moi, je pense que pour les scolaires, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas aller au-delà de 30 minutes d'écoute. Voilà. Après, il faut trouver le bon tempo entre voilà. Mais c'est le donneur de voix qui peut décider à partir du livre. Une suggestion, est-ce qu'on n'a pas intérêt à convier nos donneurs de voix à faire déjà, quel que soit l'enregistrement, une table des matières ou une table des chapitres? C'est ça. Ben moi, nous, sur Grenoble, Sur support papier pour le moment, pour la oui, littérature mais tout à fait. courante. Pour les livres scolaires, c'est différent parce que souvent il y a un dossier pédagogique. Mais est-ce qu'on peut pas intérêt à encourager nos donneurs de voix? Tout à fait. De toute façon, c'est même dans les BS de test, c'est ce qui s'est passé. Il y avait des donneurs de voix qui étaient motivés pour rentrer leurs métadonnées, d'autres, et c'est ce que je fais aussi à Grenoble, il y a des donneurs de voix qui enregistrent en mettant les métadonnées, d'autres me donnent une table des chapitres, c'est même pas parce que je sais que la structure du livre, alors c'est moi mais ça veut dire que c'est du travail du RDDV, et c'est le RDDV qui devra. Mais vous avez des outils pour ça aussi. Elie a fait une mise à jour des tags, un petit programme pour mettre à jour les tags. Tout ça, c'est disponible sur le portail. Je vous dis bien, vous voulez vous lancer dans cette opération. Enfin, vous allez y arriver tôt ou tard. Mais, donc, prenez contact avec l'équipe et vous aurez les conseils qui vont bien. Dernière question. J'ai expérimenté sur le portail les pages 700 relatives au format DESI et j'avoue que ce que j'ai vu, c'est assez facile d'accès. Donc, on peut continuer à travailler avec ça. Oui, non, je suis d'accord, mais quand même, pour éviter que nous, derrière, on ait des allers-retours avec le RDDV, comme ça nous arrive quand même régulièrement. Prenez contact avec nous. D'abord aussi, si tu veux, un peu qu'on ait une idée du volume qui va nous arriver. Parce qu'on est 4 personnes. S'il y a des volontaires pour nous rejoindre dans cette conversion, on est bien évidemment prêt à les accueillir. Donc voilà, c'est après de gérer le volume. Merci.
Alors, une petite remarque sur cette diapo. Malheureusement, Marie-Françoise Jourdain, il faut oublier. Elle est hospitalisée et le CA a acté hier sa demande, donc elle démissionne de toute cette fonction, sauf le prix littéraire national d'audiolecture 2024 et le partenariat d'honneur de voix avec la société Odigo. Donc tout ce qui est DESI, qualité ou tout ça, on vous tiendra informé, mais n'appelez plus Marie-Françoise. Elle est complètement, elle est à l'hosto, là. Avec ses vertiges de Ménière, c'est particulièrement pénible. Donc voilà, c'est une information de dernière minute. Pour la suite, donc, j'appelle Jean-Michel Ramos. Oh. Bonjour, vous m'entendez? Bon, parfait. Donc, je vais juste rajouter un petit truc sur la prestation de Monique. Merci, Monique. Donc, on a tous en tête le mail des daisy@advbs.fr. Ça, c'est pour les donneurs de voix et pour les vérificateurs. Moi, j'en ai un autre mail à communiquer. Ça, c'est pour les audiolecteurs. S'ils ont un quelconque problème pour consulter le DAISY à travers n'importe quelle plateforme qu'a cité Monique, le mail, c'est accessibilité@advbs.fr. C'est Barbara et moi-même qui répondrons aux audiolecteurs. Bon, mais je ne suis pas là pour parler de DAISY, je suis là pour parler de Platon. ABC, c'est Christian. Bonjour à toutes et tous. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Alors, on ne retourne pas en CP. L'ABC, c'est l'Accessible Books, normalement, consortium. C'est un partenariat public-privé qui est régi par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève, qui est une branche des Nations Unies. Et l'ABC, en fait, facilite les échanges de livres adaptés entre les bibliothèques qui ont productrices de livres, comme l'ABC, comme l'ADV plutôt, comme l'AVH également. Donc toutes les organisations, à condition qu'elles aient adhéré préalablement à l'ABC. Cet accord permet un échange de livres en format accessible au-delà des frontières, dans l'intérêt des personnes déficientes visuelles ou des personnes ayant des difficultés de lecture de textes imprimés. Le catalogue de l'ABC aujourd'hui regroupe 800 000 titres qui proviennent d'une centaine d'associations et de 80 pays à peu près. Le catalogue de l'ABC, en fait, propose différents formats audio, de la voix humaine, de la voix de synthèse, des versions TXT. Vous pouvez le lire aussi bien que moi, là. TXT, EPUB, DOC, DOCX, RTF, PDF. Bon, ce sont essentiellement des romans et des documentaires. Il n'y a pas de périodique au niveau de l'ABC. Si l'ADV adhère à l'ABC, nous serons la seule entité reconnue qui proposera en fait des périodiques. Alors, les entités lorsque je disais entité reconnue, le vrai terme, c'est entité autorisée. C'est-à-dire que les associations qui produisent des livres accessibles doivent faire acte de candidature auprès de l'ABC, et si elles sont admises sous un certain nombre de conditions, elles vont avoir le titre d'entité autorisée. Les titres figurant dans le catalogue sont produits dans les bibliothèques partenaires, donc appelées entités autorisées, situées dans des pays ayant ratifié les accords et dispositions du traité de Marrakech, qu'il est ensuite intégré dans leur législation nationale. Ce dispositif d'échange transfrontalier de livres accessibles
est basé sur le principe de la réciprocité entre les entités autorisées. Ça veut dire que tous ceux qui adhèrent à l'ABC, ce n'est pas uniquement pour recevoir les livres des autres, pour pomper les livres des autres, c'est aussi mettre les leurs à disposition. À ce jour, moi, je vous le disais, 100 entités autorisées qui, dans 80 pays, ont déjà adhéré à l'ABC et ont déposé sur les serveurs de l'ABC les métadonnées de leurs notices et de leurs ouvrages. Et là, on constate que le fait d'être passé sur Orphée et d'avoir appliqué des normes reconnues vont nous faciliter les choses pour la mise à disposition des métadonnées. Parce qu'avec le V8, on n'aurait jamais pu le faire, hein, c'est clair. Il faut noter qu'en France, EOL, la plateforme de l'AVH, et l'APIDV, l'ex-GI2A, ont déjà rejoint l'ABC. Alors ensuite, il y a deux modèles d'échange. Il y a deux niveaux d'échange. Alors, le premier niveau, le B2B, business to business, ou bibliothèque à bibliothèque aussi. Les échanges se font via l'ABC. C'est-à-dire que dans ce schéma-là, en fait, la bibliothèque qui veut des livres, veut pouvoir diffuser à ses audiolecteurs des livres, les demande à l'ABC qui lui envoie les livres. Et ensuite, donc là, ça demande quand même un travail relativement important au niveau de l'association, parce qu'il faut qu'il y ait une équipe qui organise ces échanges entre l'ABC et puis l'entité autorisée. Le deuxième modèle, c'est ce qu'on appelle le B2C. Donc là, c'est business to consommateur, de l'ABC à l'usager. C'est-à-dire que on met en place un dispositif qui va permettre, à travers, par exemple, le portail de l'ADV, qui va permettre à l'usager d'accéder directement au serveur de l'ABC d'une manière transparente. On va voir, ça demande quelques aménagements préalables, et de télécharger. Tous les téléchargements, l'entité autorisée garde tout le long la maîtrise de l'information. C'est-à-dire que l'ADV saura qui a téléchargé quoi par rapport à l'ABC, qui rendra des comptes à ce moment-là. Donc, c'est vraiment... il y a une transparence totale. Le téléchargement d'un ouvrage est directement accessible aux usagers, ayant préalablement fait l'objet d'une inscription dans une entité autorisée. C'est-à-dire que tous les audiolecteurs adhérents de l'ADV auront, dans le principe, théoriquement, accès au serveur de l'ABC. Alors, dans le cas de l'accord, ça donnerait automatiquement aux audiolecteurs de l'ADV, voilà, immédiatement un enrichissement immédiat par les nouveaux ouvrages. On passe actuellement, nous avons 20 000 titres en téléchargement sur le serveur. Dans le catalogue général de l'association, donc quand on intègre tout ce qui est resté dans les BS et qui n'est pas sur le serveur, il y a à peu près 80 000 titres. Là, c'est 800 000 titres. Donc, ça veut dire qu'on multiplie d'un seul coup pratiquement par 10 le catalogue général, et la capacité de téléchargement passe de 20 000 à 800 000. Après, ça va dépendre des langues, ça va dépendre des formats. On ne va pas passer de 20 000 formats MP3 ou DAISY de l'ADV à 800 000, parce que ce n'est pas exactement comme ça. Enfin, il y aura un enrichissement important quand même. Alors, ce qu'il faut... C'est une remarque que Barbara et Jean-Michel qui les a attirés. Aujourd'hui, quand on regarde dans les livres en demande d'enregistrement, il y a 300 titres en moyenne, en général à peu près, en attente d'enregistrement. Quand on regarde ces titres-là, on s'aperçoit qu'il y a environ 60% qui sont déjà disponibles dans les catalogues de l'ABC. Et on va trouver des enregistrements en langue française qui vont être faits par la BSR, la Bibliothèque suisse romande. Par exemple, on va trouver des enregistrements qui vont provenir avec un accent canadien, peut-être, mais enfin, ça peut parfois plaire, selon les ouvrages. Voilà.
ce dispositif est une ouverture vers l'extérieur. Ce dispositif est une ouverture vers l'extérieur, non seulement entre organismes adaptateurs, mais aussi directement avec de nouveaux usagers. Ça veut dire aussi qu'à travers l'ABC, il y a un tas de gens qui vont découvrir les enregistrements de l'ADV. Les enregistrements de la bibliothèque de Brive, ils ne vont pas être destinés seulement aux audiolecteurs de Brive, ni même de l'ADV, mais ils vont pouvoir toucher beaucoup d'autres mondes au-delà des frontières. Et à l'intérieur, ça donne aussi accès à des gens qui vont être de chez EOL ou de l'APIDV. Il faut savoir que c'est quand même une des attentes les plus importantes de la part des audiolecteurs. C'est la mutualisation entre les associations qui œuvrent dans la même direction, la mutualisation de leurs ouvrages. Et on ne peut pas refuser ou reculer devant cette attente. Alors techniquement, effectivement, ça va demander un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait, alors, ce qu'on appelle l'API, c'est l'acronyme d'Application Programming Interface. En français, on traduit cette expression par interface programmation d'application. C'est aussi compréhensible d'un côté que de l'autre. Voilà. En fait, c'est un dispositif technique d'échange de métadonnées qui va faciliter les échanges à partir du moment où des deux côtés, on utilise des formats qui sont organisés, et c'est le cas maintenant depuis que nous respectons les normes de la BNF en France. Donc, il va y avoir une facilité pour que ça puisse se faire. Voilà. Alors, en conséquence, l'ADV n'héberge pas sur son portail les ouvrages provenant de l'ABC, mais il rend l'accès transparent pour les audiolecteurs. Et les audiolecteurs d'EOL, de la même façon, de manière transparente, pourront accéder au catalogue. Mais nous saurons qui a téléchargé, ou quel titre il a téléchargé et à quelle entité, il est adhérent, dans quelle entité il est adhérent. Voilà. Donc, c'est une marche en avant vers un élargissement de l'action de nos donneurs de voix. Est-ce que l'ABS aura le droit d'enregistrer un livre qui figure à l'ABC? Est-ce que l'ABS aura le droit d'enregistrer un livre qui est déjà chez ABC? Bah oui, non, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Déjà, à l'intérieur de l'ADV, si on comptait les enregistrements en double ou en triple qui sont faits, malheureusement, c'est le même problème. Hein. Alors, oui, j'ai oublié une chose et Jean-Michel me le rappelle. Il y a aussi un intérêt important pour tous les étudiants avec les livres en langue étrangère. Là, on va ouvrir des possibilités et on va élargir là aussi le champ parce qu'on va toucher des étudiants d'un âge bien... Enfin, on va toucher ceux du collège déjà ou du lycée, mais on peut toucher des gens plus loin, enfin des étudiants qui font des études supérieures, ça c'est évident. Hein. De même que nos ouvrages de littérature scolaire, enfin ceux que l'on enregistre, vont trouver probablement un intérêt peut-être chez les Suisses ou les Canadiens aussi. Hein. Très certainement, on peut le penser. Tu as parlé de revues, qu'on serait les seuls à produire les revues. Mais pour cela, c'est notre image de marque qui est en jeu. Il faut produire des documents de qualité, des enregistrements de qualité, ce qui n'est pas le cas pour toutes les revues. Alors ça, c'est une très bonne remarque. Oui, c'est une très bonne remarque. Nous avons un atout important avec les périodiques, avec les revues. Ça intéresse beaucoup d'audiolecteurs, en particulier dans les personnes qui perdent la vue, mais qui n'avaient pas l'habitude de lire avant. On peut les intéresser aux bibliothèques sonores par les périodiques,
Par contre, aujourd'hui, nous avons effectivement une qualité très inégale dans les enregistrements de périodiques. Il y a des périodiques qui ne posent pas de problème, il y en a d'autres qui posent un certain nombre de problèmes. Il y a parfois des donneurs de voix qui font des sélections d'articles. C'est pas normal. Alors ça, c'est clair. Si on enregistre un périodique, on enregistre le périodique. Voilà. Bon. Alors que quand une bibliothèque enregistre un magazine municipal, en accord avec la municipalité, s'il est décidé de ne pas enregistrer la rubrique nécrologique ou les naissances, parce que c'est parfois compliqué avec les noms ou autres, et puis ça n'a qu'un intérêt relatif par rapport aux personnes, une revue, un périodique, on enregistre tout. On ne doit pas se poser de questions là-dessus. Oui, on voit bien l'intérêt pour nos audiolecteurs, mais comment on peut contrôler ceux qui vont télécharger donc, du monde entier, hein, puisque ça donne un accès à quelque chose de très large, comment on peut contrôler qu'ils répondent bien aux critères de déficience, etc., reconnus en France? Comment on peut faire? Alors, à partir... La notion, c'est que la personne soit inscrite dans une entité autorisée. Donc, nous, si on inscrit dans une bibliothèque quelqu'un qui n'a pas droit à nos enregistrements, c'est pas normal. Et donc, mais si on le fait, eh bien, cette personne, par l'ABC, pourra accéder aux livres des autres également. Ça veut dire que c'est notre responsabilité. Donc ça, c'est la responsabilité de chaque entité autorisée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que préalablement à l'agrément, il va falloir être agréé par l'ABC. Il y a un dossier qui est, là on n'en a pas parlé, mais il y a un dossier qui est très important, très copieux en termes de questions auxquelles il faut répondre et qui apporte un certain nombre de garanties dans ce sens. En fait, les entités autorisées ne sont pas acceptées comme ça très simplement. Il y a vraiment un préalable avec un dossier à monter pour justifier et pour apporter la preuve que nous avons des moyens de contrôle. De même que, et les autres associations, ça sera exactement la même chose. Hein. Ça sera pareil. Et après, chaque BS sait très bien ce qui est téléchargé par ses audiolecteurs sur le portail. Chaque entité autorisée saura ce qui est téléchargé par ses audiolecteurs sur l'ABC et vice-versa. OK. Bon, on va passer à... On verra à la fin s'il y en a du temps pour les questions. Oui, mais on est déjà à la bourre. Non, mais c'est lié. Il y a Platon maintenant et VoxyWeb. Si on a du temps à la fin... Ah ben là, j'ai pas la liste. Les entités autorisées en France, par exemple, c'est l'AVH. Elle fait la même chose que nous. C'est l'APIDV, l'ex-CGI2A. Ils font exactement la même chose que nous. Ils ont les mêmes responsabilités et les mêmes engagements que nous. En Suisse, vous allez trouver la bibliothèque suisse romande qui fait exactement la même chose avec les mêmes responsabilités. Je ne vais pas vous les énumérer, j'en connais quelques-uns, mais au Canada, aux Pays-Bas, il n'y a aucune raison que les autres ne fassent pas des choses de qualité comme nous. Hein. Voilà, là aussi, quand on mutualise, il faut accepter. Il peut y avoir parfois des défauts d'un côté ou de l'autre. On ne sera pas irréprochable, nous, de défauts. Il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, oui, dans le principe, oui. On va pas rentrer dans les détails, oui. OK. Oui, mais bon, on a encore 2 présentations. Donc, je propose à ce que Jean-Michel... Moi, je peux pas vous répondre aujourd'hui quand, parce que je ne sais pas. Hein. Nous ne savons pas. Il faut qu'il y ait des choses qui soient validées au niveau de l'ADV. Il faut qu'il y ait un dossier qui soit monté, que le dossier soit accepté par l'ABC. Donc là, je ne peux pas vous répondre. Mais on vous le dira dès qu'on le saura. Hein. Oui. Bon, C'était une présentation d'information. On va progresser sur le dossier, mais quand ça sera prêt, vous aurez tous les détails. Jean-Michel, pour Platon, il ne s'agit pas du philosophe, encore une fois, mais il va nous dire
De qui il s'agit? Non, non, non. Au truc là, au pied. Bon, voilà. Donc maintenant, c'est Platon. On est sûr, Guy? Oui, c'est bon. Donc Platon, il faut le comprendre. Donc c'est pas le philosophe très bien gris d'avoir spolié mon introduction. Hein, je te félicite. Donc il ne s'agit pas. Il faut le lire comme plat, comme plateforme. T transfert. O ouvrage. N numérique. Donc c'est l'acronyme de Platon. Il s'agit d'une plateforme qui dépend de la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France. Donc on est tous habitués à faire référence à cette ressource, ne serait-ce que pour y vérifier les titres, les auteurs et surtout le ISBN du bouquin qu'on adapte. Donc cette plateforme Platon existe depuis 2010. Elle est née parce que, de par la loi de 2006, la loi DATFSI, donc DATFSI c'est droit d'auteur, droit voisin de la société et de l'information, qui fait référence à l'exception du droit d'auteur pour les personnes handicapées, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'avant cette loi de 2006, même si l'ADV et les autres organismes adaptateurs faisaient déjà des adaptations, eh bien, on était soumis à l'accord de l'ayant droit ou de l'auteur lui-même, sinon c'était un petit peu limite sur la loi d'adapter un ouvrage. Et donc, depuis cette loi DATSI, il n'y a aucun souci. Cette plateforme Platon récupère ces livres d'éditeurs, des livres numériques d'éditeurs, pour des ouvrages édités en dessous de 10 ans. Donc, tous les livres édités dans cette période de 10 ans, les éditeurs se doivent de présenter, de déposer les versions numériques des documents. Voilà. DATSI, donc, c'est depuis 2006 qui permet donc de donner des directives sur l'adaptation d'un ouvrage. Cependant, et ça c'est très intéressant, en 2016 a eu une grosse refonte de cette loi de 2006. En 2016 donc est apparue une loi peut-être qui est moins connue, mais d'autant plus importante, c'est la loi LCAP. Or la loi LCAP, c'est liberté de création de l'architecture et du patrimoine. Et cette loi, dont les décrets sont apparus en 2019, permet vraiment un élargissement des champs des bénéficiaires. Bon, je ne parle pas d'audiolecteurs, c'est bénéficiaires au sens large, ça veut dire tout public ayant un handicap moteur, hein, ou sensoriel, ou mental, ou cognitif, ou psychique. Mais le plus intéressant, et ce dont on a vu ce matin par la com, c'est tous les publics ayant un trouble 10. Alors bon, les troubles 10, on le sait à peu près, il y en a 5 troubles 10, et je ne vous apprends rien que la journée mondiale des 10, il s'agit du 10 octobre, donc le 10-10. Hein? Voilà. Alors, et je vous invite vraiment à toutes les BS de se rapprocher d'associations sur le terrain pour participer à cette journée, pour ouvrir vraiment le public 10 au fond du fond de l'ADV. Alors tout ça, ce que je raconte, ce n'est pas écrit au tableau, mais bon, c'est moi qui raconte ma vie un peu. Hein. Bon, donc de par cette nouvelle loi, il y a quand même une contrepartie, cette nouvelle loi de 2019, hein, de LCAP, c'est-à-dire que tout organisme adaptateur,
donc l'ADV, se doit de déposer sur Platon les ouvrages en version accessible. C'est la loi. Pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Comme pour l'ABC, il s'agit de créer, ou en tout cas de répondre à un dossier très technique, très compliqué. Et pour cela, on se fait aider par C3RB. Mais c'est la loi. C'est la loi qui nous impose à déposer tout ouvrage adapté au-delà de 2019, à le déposer sur Platon. Tous les ouvrages antérieurs à 2019, il n'y a pas d'obligation. Voilà, donc il n'y a aucune obligation pour une adaptation, admettons, réalisée en 2015. Hein, voilà. Le principe, là aussi je rejoins Christian et l'ABC, c'est aussi un principe de réciprocité. Ça veut dire que tout organisme adaptateur qui a déposé une version accessible, alors la version accessible, ça peut être une version texte, une version PDF, une version EPUB, une version braille numérique, bon, ça ne nous concerne pas, mais une version MP3 ou une version DAISY. On a le droit de, par exemple, si on voit qu'un titre sur Platon est en version PDF, on pourrait, ou en tout cas, on aurait le droit de la proposer en version DAISY, le même document. Hein, c'est-à-dire, c'est une valeur ajoutée pour apporter une autre version pour le bien des bénéficiaires, hein, toute personne en situation de handicap. Pour Platon, uniquement les organismes adaptateurs ont un accès. Un usager, un audiolecteur, n'a pas d'accès. Il faut être un organisme agréé. Cependant, j'anticipe les questions, cependant, s'il y a un bouquin sur Platon en version accessible qui peut répondre à un audiolecteur, on aurait le droit de récupérer ce bouquin et de le transmettre à l'audiolecteur. Pour Platon, en quelques chiffres, il y a 116 organismes adaptateurs. Là, je parle, 116, c'est uniquement national, hein, parce que Platon, il faut bien se rendre compte que ça provient de lois et de décrets d'application sur la loi française. Donc là, on reste sur le national, 116 organismes adaptateurs. Alors bien évidemment, il y a les grosses associations comme la nôtre, mais il y a aussi tous les centres de transcription SA3IS de centres adaptés qui vont aussi y déposer des documents. C'est aussi 14 400 et quelques éditeurs. « 14 420, voilà, et 53 000 bouquins. Alors, bon, ça ne veut rien dire, 53 000 bouquins ou 100 000 bouquins, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un ordre d'idées, 63% hors scolaire, ce qui veut dire aussi 28% scolaire. Scolaire, c'est littérature jeunesse et manuel. Manuel scolaire, c'est compris. C'est compris. Et 8% de périodiques. Alors, les périodiques, il y a la version éditeur, mais il n'y a pas d'organisme adaptateur vraiment qui s'est penché sur cette possibilité de donner des adaptations de périodiques. Là aussi, on retrouve un grand point fort de l'ADV, au-delà du maillage national qu'on a tous à travers nos BS. Je trouve que c'est un formidable atout comme ça d'être présent sur le territoire. Et le second atout,
qui n'est nulle part, c'est également les périodiques. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à la qualité des périodiques qu'on propose, non seulement sur la possibilité d'avoir des voix bien, mais aussi en termes de contenu. On ne peut pas se permettre de censurer des articles au bon vouloir du DDV. Je vous remercie sur Platon et je reste là quelques minutes. Non, c'est Barbara. Il n'y a pas de questions sur Platon ? En écoutant les deux présentations qui ont été faites successivement, celle sur le partenariat ABC et celle sur la plateforme Platon, je me posais la question s'il ne serait pas intéressant de travailler avec le ministère des Affaires étrangères sur les bureaux de l'Alliance française dans le monde pour les personnes qui pourraient être concernées, et avec le ministre de la francophonie, en fait c'est le même. Voilà, où ça permet également, c'est un public premier qui pourrait contenir des bénéficiaires susceptibles de nous intéresser. Disons qu'il existe déjà des structures qui travaillent comme ça, non seulement pour l'ABC, pour l'international. Donc on s'est dit que peut-être que le travail autour des ministères a été déjà fait, et autant s'appuyer sur ce qui existe et s'introduire et se faire connaître sur ce qui existe pour l'ABC, et surtout se mettre en règle avec Platon. Jean-Michel, pour répondre à Monsieur Lama, il y a aussi une organisation internationale de la francophonie. Et je pense que c'est vraiment une organisation qui serait très intéressée pour avoir des relations avec l'ADV. J'en suis personnellement convaincue. Mais ça, c'est une histoire personnelle que je pourrais raconter à qui de droit. Je pense qu'il faut qu'on en tienne note et qu'on ne perde pas de vue cette possibilité. Et il faut qu'on travaille aussi sur cet axe. Merci. Oui, alors pour les deux dernières questions sont très, très importantes, mais on est obligé de faire des choix parce que vous savez, vous savez tous, vous avez des problèmes de nombre de bénévoles dans l'IBS. Au niveau national, c'est encore pire. Donc, on ne peut pas tout faire, mais dans le plan de communication, c'est prévu, et on espère que, par exemple, des gens parmi vous pourront prendre le relais pour tous ces points de contact, parce que c'est vrai, on pensait non seulement français, mais avec ABC, on pense monde. Et c'est vrai que maintenant, avec Internet... mais on fait ce qu'on peut. Bon, message reçu. On va passer au dernier point avec notre amie Barbara sur VoxyWeb. Oui, la diapo a été faite avant, donc ce n'est pas Jean-Michel Ramos, c'est Barbara Lalande, BS D'aulnay, qui chante, pour ceux qui la connaissent. Et elle va chanter ce soir aussi. Pas tout de suite. Je voudrais juste faire un petit zoom arrière sur les périodiques. On n'est quand même pas les seuls à en faire. Il y a APIDV qui les fait très bien. Elles sont payantes, mais elles sont lues en intégralité. Donc attention, voilà. À nous de faire mieux du coup là-dessus. Donc moi, ça va. Je vais... Le problème, c'est que ça... Bon, je vais essayer de me grandir. Ah ouais, voilà. C'est ça. Alors moi, je vais vous présenter une application, une plateforme qui s'appelle VoxyWeb. Vous en avez peut-être déjà entendu un peu parler dans vos bibliothèques. VoxyWeb est ce qu'on appelle un agrégateur de contenu web. Autrement dit, plus simplement, en fait, c'est une plateforme, un écran simplifié, épuré, pour aller directement à l'information recherchée. C'est-à-dire qu'eux vont chercher sur le web l'information que, pour ce qui nous concerne, l'audiolecteur demande. C'est-à-dire que vous n'avez pas tous les filtres, tout ça, comme on a, nous, sur notre site.
qui peuvent un petit peu polluer, surtout les audiolecteurs qui ne sont pas technophiles. Voilà, c'est dans ce but-là qu'on a fait un partenariat avec eux. VoxyWeb, dans sa version complète et payante, propose des services, c'est-à-dire ont rendu accessibles des services comme les mails, parce que pour nous, c'est pas facile d'aller consulter nos mails. Par exemple, moi, je suis chez Free, c'est pas top, voilà. La presse, les radios, les podcasts, la télé, le replay. Alors la télé, oui, on a tous une télé et on regarde tous la télé, c'est pas un problème. Mais le replay, c'est pas forcément facile. Les livres, ce qui nous concerne aujourd'hui, la consultation des comptes bancaires, la météo, les annuaires, les transports, les dictionnaires, de l'encyclopédie, un traducteur, des recettes de cuisine et j'en passe. Voilà. Bon, ça, c'est pour la version complète. Nous, avec le partenariat qu'on a fait avec VoxyWeb, on a rendu nos livres accessibles gratuitement pour simplement nos audiolecteurs, hein, pas tous les autres qui sont inscrits sur VoxyWeb du coup. Voilà. VoxyWeb est accessible sur ordinateur, sous Windows et sous MacOS. Ok ? Là, par simple navigateur, hein, vous allez chercher VoxyWeb avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome ou Safari pour les Mac. C'est aussi accessible sur smartphone. Alors, sur les ordinateurs, ça permettra aux audiolecteurs de télécharger les livres, vraiment, hein, de télécharger les livres. Sur smartphone, ça sera du streaming, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ne resteront que 15 jours. Et au bout de 15 jours, si l'audiolecteur n'a pas fini de lire, il faudra qu'il le retélécharge. On a bien dit sur les smartphones, hein, on est d'accord ? Donc, accessible sur smartphone, tablette, iOS et Android. Il faut télécharger l'application à partir des stores respectifs. Voilà. VoxyWeb est compatible avec les revues d'écran. Alors cette bête-là, une revue d'écran, c'est pour les déficients visuels notamment. C'est ce qui nous permet de lire et d'aller avec l'ordinateur. Donc soit une plage tactile braille, soit JAWS ou NVDA si vous en avez entendu parler. Et VoxyWeb a également une synthèse vocale intégrée. Donc ceux qui n'ont pas de revue d'écran peuvent quand même, via l'ordinateur, avoir tout de suite VoxyWeb. Ils améliorent aussi les contrastes, les couleurs pour les fonds d'écran et pour le texte affiché. Parce qu'évidemment, chacun a des problèmes de vue et les 10, tout ça, enfin, c'est différent. Donc il y a plein de polices de caractères. Tout est prévu. Voilà. Donc pour faciliter la lecture de nos livres par les audiolecteurs, on a choisi cette solution-là, bien que notre portail soit très bien, mais peut-être un peu compliqué pour les gens qui ont du mal. Hein, voilà. Donc, l'audiolecteur pourra accéder facilement et gratuitement à nos livres. Pour bénéficier de ce service gratuit, je le rappelle, pour l'audiolecteur, il faudra d'abord qu'il soit inscrit sur VoxyWeb. Alors, pour la plupart, il y en a qui sont déjà inscrits sur VoxyWeb, notamment ceux qui ont des smartphones dédiés. C'est-à-dire qu'il y a des déficients visuels qui ont des smartphones qui sont déjà adaptés pour nous. Donc, il s'agit de VoxyOne. Alors là, vous comprendrez, vu qu'il y a Voxy devant, en fait, c'est VoxyWeb qui le fait. Alors forcément, il y a VoxyWeb dedans, quand même. Il y a aussi le Smart Vision, fait par Capsys. Là aussi, ils ont intégré le service dedans. Ça ne veut pas dire qu'ils ont les identifiants et tout ça, mais ils peuvent activer le service sans le télécharger. Voilà. Et il y a aussi Blindshell. Donc, dans un premier temps, s'ils ne sont pas déjà sur VoxyWeb, il faudra qu'ils s'y inscrivent avec votre aide, éventuellement s'ils n'y arrivent pas. Hein. Là, il faut aller sur http://www.voxyweb.com /ADV. Là, on vous demande le nom de l'audiolecteur, etc., son identifiant, enfin son adresse mail, et il faudra qu'il se crée un mot de passe, avec votre aide éventuellement aussi. Dans un second temps,
Pour avoir la gratuité du service, du coup, il faut aussi qu'il ait un identifiant ADV, c'est-à-dire ceux qui vont déjà sur le portail, pour ceux qui vont déjà sur le portail. Pour ceux qui n'y vont pas encore, il faudra évidemment qu'ils soient inscrits sur Orphée avec le droit de télécharger, sinon on ne trouvera pas. Et il faudra qu'il crée son compte et son mot de passe s'il n'en a pas déjà un à l'ADV. Je ne sais pas si je suis claire. Ça va? Bon. Alors attendez, parce que du coup, j'ai un petit peu avancé et j'en suis. Alors, je pense que j'ai à peu près dit. Alors, pour plus de détails sur cette plateforme et sur cette solution, Jean-Michel, ici présent, a fait des tutoriels qui sont présents sur le portail à la page d'accueil, se renseigner, s'inscrire, documentation pour audiolecteurs. Et là, vous avez en RTF, c'est-à-dire en texte, en format texte et en MP3, tout ce qui concerne la navigation sur VoxyWeb et tout ce qu'il faut pour s'inscrire. Voilà. Si vous avez de plus amples questions encore, ou si vos audiolecteurs en ont, c'est toujours la même adresse mail. Jean-Michel et moi nous chargerons d'y répondre. S'il y a des questions, il faut s'inscrire sur envoyer un mail à accessibilité sans accent @advbs.fr. Merci Barbara. Well done. Des questions? Oui, je me permets de faire une précision, Barbara. Hier, en conseil d'administration, il a été acté qu'il y aurait un accès par BS, mais pour ce faire, il fallait que chaque BS donne un nom de référent, que ce nom de référent soit adressé à accessibilité@advbs.fr et à équipe logicielle, puisque ce référent aura accès à VoxyWeb pour pouvoir le démontrer à nos audiolecteurs. Je savais bien que j'avais oublié un paragraphe. Merci Oui, Claudine. ça date d'hier. Non, mais je l'avais le paragraphe, j'ai oublié. C'est bon? C'est tout pour les questions? Bien, donc merci à tous les intervenants. Avant juste de conclure, une note pour les candidats administrateurs ou les candidates administratrices. La présentation demain, comme chaque année, c'est 2 minutes par candidat. Donc, candidats qui passeront par ordre alphabétique, 2 minutes par candidat. Donc, comme il y en a 13, ça fait une petite demi-heure. Donc, le déjeuner à 12h30 et on reprend à 14h avec l'atelier suivant qui est sur le guide DBS avec Claudine Barido et Annie Huald et Orphée avec Christian Roumillac. 14h précise. Bon appétit. On va dire qu'il faut être prêt. Non, ça se fait. Déjà. La salle est fermée à clé, là, pendant le repas. C'est une bonne question, merci de la poser. Je vais consulter. Oui, je vais tout laisser aussi, moi. Ouais, on va la fermer. Ouais.